Nous continuons notre matinée avec le cuisinier Olivier Rollinger. Olivier, je vais vous représenter un petit peu avec une malouinière nommée Maison de Bricourt à Cancale et sa table d'hôte créée en 1982. Vous obtenez en 1984 votre première étoile au guide Michelin, puis la deuxième en 1988. Elle sera suivie d'un 19 sur 20 au guide Goemio de 1990. Et en 2006, vous êtes le seul promu à la troisième étoile. Bravo. Avec Michel Bras et Pierre Gagnère, vous êtes peu à peu devenu l'un des grands représentants de la cuisine française contemporaine et un promoteur du métissage culinaire. Le 7 novembre 2008, alors que vous êtes âgé de 53 ans, vous décidez de fermer votre restaurant 3 étoiles pour entamer une nouvelle vie et pour vous consacrer essentiellement aux épices. Un grand sujet pour vous. Vous écrivez également des livres, vous partagez à travers des documentaires aussi cette expérience. Et en 2016, vous reprenez les cuisines des Maisons de Bricourt avec votre fils Hugo, tandis que 2 ans plus tard, votre fille Mathilde vous rejoint pour prendre la direction des épices Rollinger. Eh bien, je vous cède la parole. Merci. Merci. Bonjour à celles et à ceux que je n'ai pas pu saluer ce matin. Évidemment, après cette merveilleuse intervention, il est difficile de prendre la parole. Et moi, je suis plus à l'aise au milieu de mes casseroles que devant une assemblée comme la vôtre, en plus de gens extrêmement cérébrés et surtout curieux. Cette première forme d'intelligence que nous avons dès l'enfance. Gastronomie et nature. J'ai envie de commencer l'histoire avec mon rapport à la cuisine, qui n'était pas nécessairement un rapport à la nature du tout. Moi, j'avais une formation d'ingénieur chimiste, donc ça n'avait absolument rien à voir. Et puis, j'étais, bon, ceux qui connaissent un peu l'histoire, j'étais victime d'une tentative d'homicide à l'âge de 20 ans. Et là... je suis resté pendant près de 2 ans entre cliniques et hôpitaux, sachant pas si j'allais... D'abord, je savais que j'entamais une deuxième vie, mais ensuite, si j'allais pouvoir remarcher un jour, enfin si j'allais pouvoir... Et lorsqu'on a 20 ans, on a une espèce de ressort comme ça qui se comprime, et on a un goût de la vie peut-être encore qui se déploie à partir du moment où, à 20 ans, vous êtes immortel. Et là, à 20 ans, moi, je me suis rendu compte que voilà, c'était une deuxième chance. Et je me suis promis une chose, c'est que cette deuxième vie, ce serait une vie de jeu, et la vie est faite avant tout pour s'amuser. C'est pas du tout pas quelque chose de subi. Mais j'étais à la fois... j'étais un peu perdu. J'avais perdu tous mes communs promo. Ma femme, Jeanne, terminait pharma. Et puis moi, je me retrouvais... je m'ennuyais dans cette école d'ingénieur. J'ai laissé la blouse. Je ne savais pas à ce moment-là encore que j'allais reprendre un tablier. Mais... pendant cette période de convalescence, il y avait les copains de la petite enfance qui venaient, qui étaient devenus ostréiculteurs, pêcheurs, maraîchers, cultivateurs. Il y avait les copains et les copines étudiants qui revenaient également avec des bouteilles le jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Et là, ma mère, c'est elle qui cuisinait. Et cette maison, mais je ne vais pas vous raconter toute ma vie, cette maison tout d'un coup revivait, en tous les cas, cette maman revivait en voyant à nouveau sa maison remplie comme elle l'était avant que mon père nous abandonne. Et donc, il s'est passé quelque chose en disant, je me suis rendu compte que peut-être que, finalement, puisque je m'étais promis que cette deuxième vie, elle serait faite pour s'amuser, est-ce que les choses finalement ne se passaient pas autour de la table ? Mais alors, autour de la table, dans cette maison, dans la Malouinière, vous parliez tout à l'heure, petite maison d'armateurs et de voyageurs au long cours, est-ce que finalement, j'étais pas musicien, j'étais pas peintre, j'étais encore moins un littéraire. Je me suis dit, mais finalement, peut-être que le bonheur de vivre,
c'est autour de cette table. Et j'ai envie de faire partager ce bonheur de vivre avec d'autres. Mais là, j'ai 24 ans et j'ai toujours pas touché une casserole. Donc, quand même, un défi, il faut quand même y croire. Et donc, je vais très vite passer un CAP quand même à la Chambre de commerce de Rennes en 6 mois. Donc, c'est une réinsertion, quoi. Donc, je me retrouve aussi avec des gens qui sont là, qui ont eu des bobos aussi dans leur parcours, avec des gens même qui étaient déjà plus âgés que moi, et puis qui réapprennent à cuisiner, quoi, pour trouver un autre élan dans une autre vie. Et puis je vais passer juste un peu plus d'1 an chez les uns et chez les autres. Et évidemment, heureusement que Jane est là, parce qu'elle est pharmacien, et comme je suis surtout stagiaire, c'est elle qui ramène les premiers salaires dans la maison pour pouvoir vivre quand même. Et puis, la décision, elle est nette et précise. Je cuisinerai dans la maison dans laquelle je suis né, dans cette Malouinière. Une maison sans parking, sans vue de mer. Il y a 32 restaurants sur le port à Cancale, mais c'est sur le port. Et là, cette Malouinière, elle est dans le haut, avec rien. Et bien, personne ne dit... Là, on casse le plan épargne-logement de Jane. Et on s'installe dans la maison. Et à ce moment-là, on ouvre cette table d'hôte en avril 82. Le problème, c'est un peu comme l'écrivain, c'est l'angoisse de la page blanche. Et donc là, c'est l'angoisse de l'assiette vide. Qu'est-ce que l'on va mettre dedans? Qu'est-ce qu'on va faire comme cuisine? Et là, à l'époque, je n'arrive pas encore à trouver les mots de mettre, mais en fait, on en parlait avec Hugo, donc notre garçon, qui aujourd'hui tient les rênes des fourneaux. Et 3 choses. Sortilège de la baie du Mont-Saint-Michel. Cette respiration céleste, ces 250 millions de mètres cubes qui sortent et qui rentrent 2 fois par jour. Ce rendez-vous avec la Lune. Rendez-vous avec les fées. De l'autre, cette respiration du cosmos, c'est plus tout à fait la mer, c'est pas tout à fait la Terre. Cet estran, le plus grand estran du monde dans cette baie du Mont-Saint-Michel. Ça, c'est une chose. Sortilège. Deuxième point, c'est les croyances de l'arrière-pays celtique breton. Même je m'appelle Rollinger, qui arrive un peu de partout et d'ailleurs. On sent terriblement breton, et puis sachez que si jamais vous le devez le devenir, on ne naît pas breton, on le devient. Donc voilà, les portes sont ouvertes. Mais être dans cette celtitude, c'est le rapport justement, le rapport à la mer, le rapport au lait fermenté, le rapport simplement au temps, à la temporalité. C'est-à-dire que pour un Celte, je nais tous les matins, et je meurs tous les soirs. Donc, on s'en fiche d'hier, puisque c'est passé, puisque je renais le lendemain. Donc, le soir, on se couche, on commence une nuit. Et puis, on s'en fiche de demain, puisque de toute manière, on va mourir ce soir. Ça, c'est intéressant, parce que, en fait, on rejoint d'ailleurs une forme de bouddhisme à ce niveau-là. C'est très... Et puis, ça, c'est le deuxième point, les croyances de l'arrière-pays celtique. Et le troisième point, c'est le marchepied de l'aventure qu'est l'horizon. Alors là, qu'est-ce que c'est que ce marchepied de l'aventure qu'est l'horizon? Eh bien, il faut savoir que quand on est breton, quand on est dans le pays de Cancale, de Saint-Malo, réussir, c'est partir. Parce que c'est ce besoin d'ailleurs, alors on dit, Michel Lebris, qui crée Étonnant Voyageur, c'est Cartier, c'est Maille de la Bourdonnais, c'est Surcouf, c'est Charcot, c'est même François-René de Chateaubriand, tous ces grands voyageurs. Donc un pays creusait de partir. Souvent pour mieux revenir, mais c'est partir. Et ce goût de l'aventure, c'est les Caporniers, c'est la course, c'est les Caraïbes, c'est l'Asie du Sud-Est, c'est évidemment les Grands Nord, mais c'est aller sur tous les océans du monde. Ces 3 éléments-là, pour le moment, vous avez compris, il n'y a pas de nature. 3 éléments, comment les mettre dans l'assiette?
Moi, c'était ce que je voulais. Et donc, j'aurai la chance d'avoir le frère d'une amie qui était longtemps le conservateur du musée de Saint-Malo et qui préparait à ce moment-là une thèse sur la Compagnie des mers du Sud qui va devenir la Compagnie des Indes françaises. Et il commence à me raconter au cours d'un repas, comme celui que nous avons pu partager hier soir, il me raconte, il me dit, mais oui, les bateaux ramenaient, lui, sa thèse, c'était fin 17e, il ramenait évidemment les soieries indiennes, les cotonnades, les porcelaines céladons de Chine, les bois, les essences, l'indigo, la cochenille. Et je lui dis, mais... Et moi, qu'est-ce qu'il ramenait qu'on pouvait manger comme... alors, il me dit, oh, il devait sûrement ramener du poivre, peut-être un peu de clous de girofle, mais j'en sais pas plus. Mais par contre, il revient 3 mois après, et il revient avec une liste. Une liste précise qui était le poivre Szechuan et la badiane de Chine, on était à la fin du XVIIe. De la mer des Célèbres, des îles Moluques, le clou de girofle et l'amande muscade. Je rappelle qu'à ce moment-là, ces épices sont totalement endémiques et on ne les trouve que dans ces endroits-là. Évidemment, d'Inde, les différents poivres, les curcumas, les gingembres, les cardamomes, mais également, alors du Sri Lanka, Ceylan, on trouve évidemment la cannelle. Et puis, du Moyen-Orient, déjà le fenugrec, le fenouil, le cumin. Mais, ce qui m'a bouleversé, c'est quand il m'a dit, non, mais il y en a aussi 2 autres du Nouveau Monde. Et là, je vous laisse deviner. La vanille. Alors, on pourrait considérer que le cacao faisait partie des épices, tout à fait vrai, mais ils ne me l'avaient pas nommé, parce qu'ils arrivaient plutôt sur Bayonne et pas du tout sur Saint-Malo, le cacao. L'autre, c'est évidemment les piments. C'est-à-dire que fin du XVIIe siècle, avec des bateaux qui avançaient plus de l'arrière que de l'avant, sans pratiquement connaître la longitude, parce qu'ils avaient des chronomètres qui étaient extrêmement défectueux. Les 14 épices, c'est-à-dire la mondialisation des saveurs, se trouvaient dans les remparts de Saint-Malo. Ça, moi j'ai trouvé ça... Alors, c'est vrai parce que, puis, à l'adolescence, je me suis passionné pour l'histoire de l'aventure maritime, malouine, bretonne, française, européenne. Pourquoi les Occidentaux, en 30 ans, découvrent le monde en 30 ans. D'ailleurs, pas les Occidentaux, un petit peuple. Enfin, un peuple petit par le nombre, mais grand dans son esprit d'aventure, les Portugais. En 30 ans, les Portugais découvrent le monde si on met de côté l'Australie. C'est quand même magique. Et donc tout ça est dans un mêlée. Donc, comment vais-je traduire ce marchepied de l'aventure, cet esprit d'aventure, où, par exemple, ma mère me disait, quand on voyait encore traverser la place de l'église à Cancale, on voyait les hommes avec la casquette vissée sur la tête, comme ça, et ils disaient, tu vois, cet homme... Ils arrivaient c'était des seigneurs. Ils arrivaient, la posture. C'était des seigneurs. C'était les derniers caporniers à la voile. Et je lui dis, là, j'ai peut-être trouvé la clé. Donc, à l'époque, je prends des épices de piètre qualité que je trouve et je commence à bidouiller une saveur à mon goût, avec mon ADN, là, tout à fait par rapport à mémoire de goût que l'on peut avoir les uns les autres, je commence à bidouiller un mélange avec ces 14 épices. Ça, c'est un petit peu comme... moi, je suis très ami avec Jean-Claude Héléna, c'est-à-dire que l'univers de l'imaginaire, de la création, il faut un cadre. Enfin, on a besoin d'un cadre. On ne peut pas dire, tiens, je vais mettre ça comme ça parce que ça va peut-être aller bien comme ça. Non, il y a un cadre. Le cadre, c'était moi les 14. Je ne pouvais pas en prendre une 15e et je ne pouvais pas en laisser une de côté. Donc, il fallait prendre les 14. Raconter ces histoires. Et est-ce qu'ils ont réalisé ce mélange-là, fin 17e, les Malouins, ou peut-être les Malouines dans leur cuisine Probablement pas. Mais c'est un peu comme une légende, c'est-à-dire qu'il y a un fond de vérité. Et à partir de là, je réussis à faire une espèce de mélange, de tambouille, si je puis dire, et c'est avec le mélange retour des Indes. Alors à l'époque, les critiques gastronomiques, c'était pas quand même... Alors, mesdames et messieurs les journalistes, ils ne sont pas toujours les plus, on va dire, les plus fins, les plus érudits, peut-être les plus curieux, pardon, mais j'y vais sur des pincettes. Mais,
Et évidemment, il disait, oh, il a dû. Alors, oui, alors, je vais continuer. Donc, j'ai ce mélange. Très bien. Toujours l'angoisse de l'assiette vide. J'ai ce mélange. Je vais faire quoi avec? Je vais l'associer à un poisson que mes copains pêcheurs ramènent et qui, à l'époque, est un poisson qui n'est pas très convoité en 1982, qui est le Saint-Pierre. Oui, mais depuis, mais en 82, regardez bien les cartes des 2 et 3 étoiles. On servait du bar, on servait de la sole, on servait du turbo, mais le Saint-Pierre, c'était déjà... Bon. Et donc les copains pêcheurs me ramènent le Saint-Pierre, et d'autres copains, cultivateurs et maraîchers, me ramènent des pommes, du chou. Je vais associer ces choses-là, et je vais faire le Saint-Pierre autour des Indes. Alors évidemment, ces chroniqueurs disent « Oh, il a dû aller en Inde, il a ramené une recette. » Bon. Ou certains disent finalement, pourquoi n'a-t-il pas fait simplement un retour de pêche? Ouais, c'est vrai. Et là, j'ai essayé de leur faire comprendre que, d'abord, je n'aurais pas, si c'eût été une recette puisée dans l'univers culinaire indien, je n'aurais pas appelé Retour des Indes, mais Retour d'Inde, parce que heureusement, le temps des colonies est passé. Mais c'était West Indies et East Indies qui m'intéressaient. Les Indes occidentales, les Indes orientales. C'est-à-dire fin du XVIIe. Donc l'esprit. Et quand je mettais ce mélange d'épices, c'était bien l'expression culturelle, faisait partie de l'histoire de mon pays. Comment peut-on imaginer qu'un jeune cuisinier, en 1982, breton, dans ce petit port, qui est le premier petit port de pêche, lorsqu'on arrive de Paris, puisse faire un espèce de truc avec 14 épices? Ça n'a pas de sens. Où il fait une cuisine exotique, où il fait une cuisine... Voilà, donc c'était effectivement, on avait bouleversé un peu le jeu. Mais en réalité, ce plat, il était bien l'expression, et je pense que on pourrait... Alors tout ce que je vais vous dire, c'est surtout pas une vérité. C'est simplement un point de vue. Il faut savoir que mon point de vue sur d'autres sujets évolue tous les jours. Je ne suis absolument pas dans la certitude. Et ça, c'est le propre du marin. À partir du moment où on commence à avoir des certitudes, c'est qu'on ne va pas tarder à faire naufrage. Donc, non, mais quand je vous dis des choses, ne pensez pas que j'affirme les choses en disant que c'est comme ça. Vous dites, non, c'est un point de vue, mais bon, je ne vais pas donner de leçon de morale, je ne donne pas de leçon. Moi, on me demande, je donne un avis à un moment donné, c'est comme une photo. Hein, mais demain, je ne peux pas vous dire l'inverse, mais peut-être que mon point de vue aura évolué. Simplement, par rapport au livre que j'ai fait, j'ai évolué sur certains sujets aussi. Bon, bref. Et alors, qu'est-ce que c'est je pense que c'est le début d'une définition d'une cuisine. Je sais plus, on parlait avec un d'entre vous hier, je disais, la cuisine, c'est pas un match de foot, c'est pas la corrida, c'est une forme d'expression, c'est-à-dire c'est l'expression d'un environnement naturel, culturel, affectif, quel que soit l'endroit de la planète. Et ça, il appartient à une femme, un homme, c'est une expression. Qui peut puiser dans une histoire, personnelle, d'une communauté. Voilà, et donc, moi, j'étais bien le Saint-Pierre, le plus frais pêché, le plus frais cueilli. Ça, c'est l'expression de l'environnement naturel. L'histoire culturelle, ben, c'était l'histoire de cette Compagnie des mers du Sud, fondée par 8 familles de Saint-Malo. Et enfin, dire que, je veux dire, expression environnement affectif. C'est-à-dire que, et là, il existe des hommes, des femmes qui ont souvent une veste de cuisine, mais ce qui incarne le cuisinier ou la cuisinière, c'est le rôle de... Enfin, il faut être une bonne personne. J'allais dire même, il faut être gentil. Et il faut avoir envie, je pense qu'on ne peut pas être, entre guillemets, une bonne cuisinière ou un bon cuisinier si on n'a pas, en tous les cas, on n'aboutit pas à quelque chose d'excellent, si on n'a pas réellement envie, mais parfois même c'est parfois inconscient, mais de vouloir prolonger au mieux
la vie de l'autre. Mais la vie de l'autre qui n'est pas l'être le plus cher, qui est la vie de l'inconnu, qui franchit le seuil de sa porte, qu'on va installer à sa table. Et finalement, qu'est-ce qu'on va, on va lui permettre tout à l'heure, cette brillante présentation, c'est-à-dire, on va quand même, c'est la nourriture, enfin, celle ou celui qui est le dernier maillon, c'est-à-dire qui cuisine pour nourrir les autres, c'est bien, il est cette passeuse ou ce passeur du monde extérieur pour l'amener aux lèvres, c'est-à-dire au temple de notre intimité, que ensuite on va ingérer pour ensuite se déployer sur ces 200 mètres carrés d'intestin. Mais ce que je veux dire, c'est que quelle responsabilité, c'est-à-dire que et là, je crois que bon nombre, parfois, de personnes, et en tous les cas, et je pense que c'est ça aussi la grande différence. D'ailleurs, je vais donner un exemple. Vous êtes obligé de recevoir quelqu'un à la maison. Vous recevez des amis, des gens que vous aimez bien, tout ça, super. Vous faites votre plat. Puis tout d'un coup, je ne vais pas dire ça à Jane, mais par exemple, je vais dire, bah, tiens, j'ai dit à un tel de venir. Moi, je ne l'aime pas beaucoup, ce gars-là. Il n'est pas très agréable et tout, machin. Bah, le plat est toujours moins bon. Parce que... Non, parce qu'à la maison, c'est Jane qui cuisine, parce qu'elle cuisine 100 fois mieux que moi. Donc, je me retrouve... c'est-à-dire que cette valeur de l'intention, elle est impalpable, mais elle est réelle et absolument indispensable pour tendre vers... Et d'ailleurs, par exemple, quand un jeune apprenti arrive, on tourne pour celui qui prépare la nourriture pour les équipes. Puis tout d'un coup, le jeune dit, je vais préparer une salade de betterave ou une carotte râpée ou un céleri rémoulade ou je ne sais quoi. Et je lui dis, d'abord, première chose, je lui dis, c'est prêt? Oui, super. Il est prêt? Tu l'as goûté? Non. Ah, bah, il se trouve que la cuisine, ça se goûte avant tout. Et à ce moment-là, il goûte et il dit, c'est bon? Alors, il est ennuyé pour me répondre. Et je lui demande simplement la question, est-ce que tu serais content de présenter cette salade de betterave ou ce céleri remoulade à ta maman? Alors, si, je lui dis, et je lui dis, si tu me dis oui, c'est que c'est bon. En fait, c'est de proposer à l'autre ce que l'on proposerait à l'être le plus cher. Je vais vous donner une définition par exemple, alors je ne sais plus qui, un jour, je me suis retrouvé dans une émission, on m'a demandé quelle était la définition du bon. Alors là, si je vous la demande à chacun, là, et vous avez 2 minutes pour répondre. Ouf. Je me suis souvenu de Platon, le beau, le bon, le machin, le truc, la dernière année l'année de philo, quoi, du bac et tout. Mais j'étais perdu, moi, j'étais là devant le micro, il n'y a pas que des décérébrés de l'autre côté, donc ils m'écoutent, qu'est-ce que je vais dire? Et là, je me suis souvenu, j'étais un voyage avec Michel Bras, et on n'a pas l'impression de parler de nature, mais on est dedans quand même, parce que j'étais avec Michel Bras, on arrive dans le Gujarat, dans un endroit, un village, où il y avait que le sel qui poussait de la terre. Il y avait une espèce de hutte de terre, comme ça, il y avait des cristaux de sel qui ressortaient. C'était d'une pauvreté sans nom. Et tout d'une hutte, comme ça, tout d'un coup, on voit une jeune femme, mais avec une élégance, une grâce incroyable. Et devant, on voit bien, il y a un petit garçon qui court, qui doit avoir 2 ans et demi, 3 ans, qui court devant. On n'a pas besoin d'avoir d'interprète, de traducteur. Elle a entre les mains, elle serre entre ses doigts, comme ça, une petite poignée de riz, à peine colorée, c'est pas trop ce qu'il y a dedans. On n'a pas besoin de savoir ce qu'elle dit, cette jeune maman, en courant après ce petit garçon. Elle lui dit quoi? Elle lui dit, mange ça mon petit, c'est bon pour toi. C'est-à-dire que cette femme, qui dispose pratiquement de rien, qui a probablement très peu de connaissances, dénuée, perdue, elle va apporter peut-être la meilleure bouchée de la planète à cet enfant, avec ce dont elle dispose, pour prolonger la vie de cet enfant. Et là, je pense que quand on a à l'esprit justement
cette immense responsabilité de prolonger la vie au quotidien de l'autre. Et je répète, quand on commence à apporter le même soin que que cette jeune maman apporte à cet enfant, avec ce même souhait, cette même volonté, alors on fait de la grande cuisine. Et ça, c'est le meilleur plat du monde. Vous pensez bien que l'industrie... Et tout d'un coup, un jour, aujourd'hui, on parle de l'industrie agroalimentaire. C'est ça qui est intéressant. Et donc, tout d'un coup, on dit, mais l'industrie va nourrir la population. Puis d'ailleurs, c'est indispensable que l'industrie nourrisse la population, parce qu'on est tellement nombreux qu'on ne pourrait pas faire autrement. Ben voyons, ça c'est l'argument marteau, quoi. Voilà, c'est une obligation. Donc, on est obligé d'industrialiser effectivement l'alimentation pour nourrir la planète. Vous voyez, c'est comme Leclerc nous dit, grâce à moi, les pauvres peuvent se nourrir. Quoi. C'est à peu près du même ordre. Quoi. Bon. Et mais comment voulez-vous que l'industrie puisse avoir le même sentiment, le même souhait que cette jeune maman qui court, et pourtant elle n'a rien, qui court après ce petit garçon? Parce que la finalité de l'industrie, on ne peut pas lui en vouloir. Ce n'est pas de faire la meilleure cuisine, c'est pas du tout ça. C'est de gagner le maximum, de faire l'industrie, elle est là pour faire du profit. On ne peut pas lui en vouloir. Mais tout d'un coup, on se pose la question si l'alimentation devait... Alors pourquoi elle est rentrée, ça, on a aussi parlé, mais pourquoi avons-nous laissé entre les mains de quelques sociétés aujourd'hui cette immense responsabilité de nourrir l'humanité, en particulier la population occidentale? Ça, c'est un véritable sujet. Parce que quand on parle de nature, moi, je rappelle que vous pensez bien que les 4 centrales d'achat, par exemple en France, 4 centrales d'achat, 88% de la nourriture, de l'alimentation passe à travers ces 4 centrales d'achat. Qu'est-ce que c'est qu'une centrale d'achat? C'est 15 personnes à chaque fois environ qui décident ce que l'on va prendre comme produit, on va prendre ceci, on va prendre cela, on va mettre en gondole, on va faire des promos sur 4 centrales d'achat. 88%. C'est-à-dire que quoi? Il reste 12% aux producteurs indépendants, parce qu'il y a le grand sablier, il y a 450 000 producteurs alimentaires en France. Enfin, du plus petit à celui qui fait 3 poulets, celui qui fournit au mieux Lactalis. Donc oui, il y a ça, il y a le sablier des 4 centrales d'achat, et puis ensuite, il y a l'ensemble des mangeurs et des mangeuses françaises. Donc on s'est totalement déconnecté. Et moi, je vais vous reprendre ma petite histoire qui était de remettre dans l'assiette. J'étais content, j'avais l'expression environnement naturel, machin. Et puis, comme tous les autres, à l'époque, j'étais quand même obnubilé. On était avec notre petite équipe, on était avec nos petits producteurs. En 92, je sors le livre. Je pense que j'étais un tout premier à surtout mettre en avant l'ensemble de ces producteurs bretons. Mais on n'a pas encore, je n'ai pas encore pleinement conscience de ce qui se passe, parce que je commets l'erreur, avec beaucoup d'autres, de ne pas s'occuper de ce qui se passe dans la rue. On était persuadés qu'il y avait la gastronomie, on avait nos petits producteurs, qu'on ne voulait surtout pas partager avec les copains. On bataillait sur le marché des Lys à Rennes, qui était le plus beau marché de France, pour simplement trouver une première botte de basilic, d'estragon. Il y avait très peu, ça n'existait pas. Tout ça. Un mesclin, un cresson à l'énois, c'était rarissime. Donc il y avait 2-3 producteurs, et on bataillait à 7h du matin pour savoir qui va arriver plus tôt. On avait une petite équipe qu'on ne voulait surtout pas, évidemment, faire évoluer d'une maison à l'autre et qu'on voulait garder. Donc c'était tout ça très, très, très individualiste, enfin très égoïste. On avait évidemment nos clients que l'on choyait, et puis il y avait les grands guides, avec deux grands frissons dans l'année.
En fin d'année, il y avait le guide jaune, Goemio qui sortait pour savoir si on avait pris un point de plus, un demi-point de moins, un machin, une toque. Et j'en parle avec beaucoup de sincérité. J'ai été dans cette espèce de frénésie, boulimie, enfin dans ce tunnel. Et puis l'autre petit frisson de la sortie du Michelin en début d'année, au mois de mars, savoir si on va avoir une étoile de plus ou une étoile de moins. Hein. Mais tout ça, c'était en vase clos. On se voyait les uns les autres. On parlait d'André Daguin et tout ça, qui avait des souvenirs, une espèce de grand collège, une grande fratrie, parfois d'ailleurs à se donner des coups de poignard dans le dos, comme toutes les fratries. Mais néanmoins, c'était ça. On ne s'occupait pas de ce qui se passait. Et ce qui se passait, c'est que la manière de s'alimenter en France a connu une dérive sans nom. C'est-à-dire qu'on a pensé que le progrès et une forme d'indépendance, une forme d'épanouissement, c'était de pousser un caddie le samedi après-midi dans une allée marchande et le remplir de produits on ne peut plus préparer pour être tranquille toute la semaine. Et là, oui, ça s'est passé comme ça. Et nous, on était là, on faisait les coques et tout ça, savoir, ouais, on est les meilleurs cuisiniers du monde. Voilà, on allait au Japon, on allait machin, un truc, tout va bien. Mais ce qui se passait dans le pays, c'était... Et puis là, j'ai rencontré, justement, sur ces marchés, les premiers producteurs bio, dans les années 84, 85, qui arrivaient, qui voulaient à l'épée me dire « Ah oui, toi, t'es le restaurant gastro et tout ça, tu sers que des bourges et tout ça, ça ne nous intéresse pas, dégage, machin. » Il fallait les apprivoiser quand même. Ils arrivaient avec des légumes qui n'avaient pas de forme, tout moucheté, piqueté, avec des vers partout. Enfin, c'était les premiers bio. Avec la clope au bec, roulé, je te refais le machin, ouais. Bon. Mais putain, mais quel courage ils ont eu, et ils avaient tellement raison. Ils ont eu tellement raison que même Leclerc est devenu bio. Et je me demande, on en parlait, si Monsanto ne va pas le devenir. Tellement le poids économique est fort, et la valeur ajoutée est importante. Et c'est-à-dire qu'ils se sont fait voler, finalement, ce contrat de confiance qui s'était créé entre eux et la population, petit à petit, avec pas un sou d'argent public au début, hein, je vous assure, avec un courage absolument incroyable. Et aujourd'hui, tout le monde voudrait avoir le label bio sur la tête, en le dévoyant bien souvent maintenant, mais néanmoins... et c'est là que j'ai commencé à comprendre que, évidemment, le bio, ce n'est pas simplement de ne pas mettre des pesticides ou des intrants, hein, de la pétrochimie, mais avant tout, c'est un état d'esprit. C'était le respect du vivant. Et ces hommes et ces femmes, dans les années 84-85, m'ont beaucoup appris dans les semences paysannes, dans justement la sélection, comment on devait prendre du temps, et en réalité, comment on devait cueillir aussi à maturité. Quand les gens disent « mais vous n'êtes pas foutu capable de me faire la différence entre une pomme bio et une pomme non bio traitée ». Donc, en fait, ce que vous dites, c'est du vent. Et c'est vrai. Si on me met deux pommes comme ça et on me dit « tiens, celle-là », je ne suis pas du tout certain de le faire. Je me rappelle d'ailleurs des dégustations de pommes pas loin d'ici avec notre ami Jacques Puiset. Extraordinaire. Eh bien, on ne pourrait pas faire... moi, je mets au défi de faire... Par contre, on sait que la variété de pommes qui aura été choisie par quelqu'un qui est dans l'esprit du bio d'origine va être sûrement la variété, une variété rustique, souvent locale, souvent oubliée, mais avec une dimension gustative très forte. En plus, il ne va pas prendre, lorsqu'il va prendre son support pour greffer ses pommes, il ne va pas prendre justement des tiges hautes. Enfin, il ne va pas prendre des tiges basses, par contre. Il va prendre des tiges hautes. D'accord ? Il ne va pas le tailler de la même manière non plus. Et évidemment, il va le cueillir à pleine maturité. Si bien que, in fine, le produit est meilleur. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas de pesticides qu'il est meilleur. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on en parlait à table sur un peu de quelle manière, et en particulier la DGCCRF aujourd'hui, son avis sur le bio. Je ne vais pas vous aborder tout ça, parce qu'on en a pour 6 heures aussi.
Mais c'est des vraies batailles juridiques, hein, je peux vous assurer, entre Bureau Veritas et DGCCRF. Et nous, on sait quelque chose, puisque nous, on travaille avec 1200 petits producteurs d'épices dans le monde, c'est-à-dire l'Inde, Sri Lanka, Égypte, Vietnam, Cambodge, Madagascar et Mexique. Je peux vous assurer que pour arriver sur le territoire français, en produits bio et épices bio, c'est un parcours du combattant que mène aujourd'hui notre fille. Mais puisqu'on passe les produits avec 360 molécules chimiques en contrôle, phytocontrôle. On ne parle pas là de bactériaux. Donc c'est énorme comme travail. Et c'est la raison pour laquelle c'est plus simple de faire arriver des épices en Allemagne qu'en France, parce que l'équivalent de la GCRF est beaucoup moins regardant, puisque le grand business du bio alimentaire dans le monde se passe en Allemagne, avec le plus grand salon à Nuremberg, qui est Biophar. Donc il faut comprendre le système, parce qu'on parle de la nature, du bio. Et donc j'apprends beaucoup avec ces personnes-là. Alors l'autre sujet, mais ça, ce sont tous les producteurs locaux. Au niveau des végétaux et au niveau également des animaux, parce que par exemple, pour obtenir, parce qu'on parle par exemple du présalé, hein, c'est un sujet. Alors aujourd'hui, c'est un peu écarté, parce que notre fils a écarté de la carte tout ce qui est mammifère à sang chaud. Voilà, donc, il n'existe plus sur la carte. Mais moi, par rapport au présalé, j'ai beaucoup aidé aussi, parce que c'était tout et n'importe quoi. Il y avait il y avait des agneaux qui étaient, on les appelait des veaux, et les autres, c'était des chiens. C'est-à-dire qu'il y avait de tout, il n'y avait aucun cahier des charges, et le gars pouvait nourrir avec de l'ensilage et vendait du présalé 2 mois après. Donc il va falloir un petit peu... Par contre, ça valait très cher, donc il y avait aussi un enjeu. J'ai beaucoup appris aussi avec un éleveur de volailles, qui était Paul Renaud, et qui était un gars, c'était un ancien prof de philo, qui s'est converti et qui a commencé à élever des pigeons, des canards mulards. Et on retrouvait le top. Il avait trouvé vraiment la race extra en pigeons et tout ça. Et alors l'idée, faut pas qu'on en parle, toute maltraitance animale, quoique on peut se demander si c'est pas une mort assez intéressante. On les noyait dans le calva. Quand ils se gorgent comme ça de calva. Ensuite, quand vous les cuisiniez, vous les retire, c'était bon. Oh là là. Et alors donc mais en fait, et on gavait les canards avec du miel et des figues comme ils le faisaient à Rome, quoi. Donc c'était assez intéressant. Mais on n'avait rien inventé. Je sais que c'est comme ça qu'ils tuaient les pintades avec de l'armagnac dans le sud-est, n'est-ce pas? Voilà, je pense qu'André Daguin a dû faire la même chose que moi. Mais nous, on le faisait avec les pigeons, avec l'eau de vie de pomme qu'on avait. Et non, mais je veux dire que j'apprends beaucoup, en fait, avec toutes ces personnes. Et puis, je vais aussi apprendre, alors ça c'est dans l'univers de Cancale, de la Bretagne. Je reviendrai ensuite, parce que peut-être le cœur du sujet, c'est la mer et l'océan. Parce que là, je vous parle de tous mes copains, mais il y a tous mes copains pêcheurs, ostréiculteurs, mytiliculteurs, caseilleurs. Mais on va y venir après, si vous voulez bien. Ensuite, je vais vous aborder un autre sujet, puisqu'on parlait des épices, le pourquoi des épices à Cancale. Alors, je ne vais pas vous expliquer, parce que là aussi, il nous faudrait 3 heures, pourquoi les épices dans l'alimentation. Pourquoi, depuis la Haute-Égypte, on trouve noix de muscade, clou de girofle et la perle noire, le poivre, dans les pyramides, alors que le poivre venait d'Inde, et que le clou de girofle et la noix de muscade venaient de la mer des Célèbres, et qu'on ne les trouvait pas ailleurs. Ça, c'est quand même fascinant. Pourquoi l'être humain a-t-il voulu... Quelle est la différence entre l'aromate et l'épice? Alors là aussi, hein, c'est un point de vue, parce qu'il y a des définitions qui sont très disparates, à la fois dans le Petit Larousse que dans le Larousse du Petit Robert. Alors, je vais donner un exemple. La cannelle. La cannelle fait partie des épices, on est bien d'accord. On va retrouver un autre lauriacé, le laurier chez nous. Il fait partie des aromates. On peut considérer que pour nous, la cannelle fait partie des épices, mais pour un Sri Lankais, le laurier est une épice. Et la définition de l'épice, c'est justement le végétal. Rappelez que les épices, ce n'est que du végétal.
une racine, un rhizome, une écorce, pétale, pistil, fleurs, boutons. Mais on est dans l'univers du végétal, mais un végétal qui pousse ailleurs, qui ne pousse pas dans son jardin et qui ne pousse pas dans le bout de son champ. Donc, c'était pour assouvir quel besoin, et à l'époque, on ne connaissait pas les bienfaits de la capsaïcine, de la curcumine, de la pipérine, et tout ça. On savait qu'on ne pouvait pas vivre sans sel, mais on disait qu'on pouvait vivre sans épices. Et pourquoi, depuis la nuit des temps, les cuisinières et les cuisiniers du monde ont toujours vu les cuisinières et les cuisiniers du monde. Donnez un autre exemple. Les uns et les autres, vous connaissez probablement dans la cuisine marocaine. Qu'est-ce qui caractérise, quelle est l'épice que l'on trouve, qui est la plus présente dans la cuisine marocaine? La cannelle, exactement. Et pourtant, dans cette grande culture islamique, dans ce qu'on appelle l'arc coranique, eh bien, la cannelle, elle pousse au Sri Lanka, c'est-à-dire à l'autre bout de cette civilisation et de cette religion, de cet univers. Comment se fait... La cannelle n'a jamais poussé au Maroc. Donc, alors, il y a des thèses là-dessus. Mais pourquoi l'être humain a-t-il toujours voulu être en quête et de vouloir ajouter dans sa cuisine, dans ses préparations, une graine, une substance, une matière, avant tout mystérieuse. Un mystère. Parce que, imaginons qu'aujourd'hui, nous allions sur Mars, Minerve ou Jupiter, et on ramène, je sais pas, une graine, un élément, et qu'on la mette dans la cuisine. Mais aujourd'hui, Mars, Minerve et Jupiter sont moins mystérieux que pendant des millénaires où on mettait, en particulier en Europe, des épices qui venaient du fin fond de l'Inde, du fin fond de la mer des Célèbres, du fin fond de la Chine, du fin fond ensuite des Amériques. C'était beaucoup plus mystérieux. C'était rempli de mystères. D'ailleurs, ce qui permettait d'écrire énormément de légendes et leur permettait également de faire élever, évidemment, d'élever encore un peu plus le prix de ces épices. Alors les gens disent, mais oui, mais c'est les épices parce que c'était très rare. Mais il y a plein de choses qui étaient rares qui ne sont pas devenues chères. Et alors il y a plein de choses. Il y a à la fois la spiritualité, parce qu'en fait, le premier... Voilà, on part dans des dossiers, mais l'être humain fait partie probablement le seul animal, en dehors d'avoir la rétro-olfaction, entre autres. Je trouvais ça passionnant. Et d'ailleurs, est-ce que les grands singes font de la rétro-olfaction? Parce que là, moi, j'aimerais ça. Oui, non, parce que la gastronomie chez les chimpanzés, mais encore que. Bon, bah, c'est ça. Donc, oui, l'être humain est probablement le seul animal qui sait qu'il va mourir, ou en tous les cas, qui peut tomber malade, qui peut y avoir une fin. Et donc, à un moment donné, on a l'audace de croire qu'il peut y avoir quelque chose après la mort. Je pense qu'on est le seul animal, à ma connaissance. Et donc, la seule manière, donc on a commencé à pouvoir imaginer qu'il pouvait exister quelque chose après la mort. On a, les uns les autres, on a eu l'audace de croire qu'il y a une espèce de bâtir des croyances religieuses en particulier. Et vous pouvez voir dans tous ces rites religieux, que ce soit le chamanisme, que ce soit le bouddhisme, que ce soit l'hindouisme, que ce soit évidemment dans la religion judéo-chrétienne, il y a toujours la notion du parfum. Et donc, parce que le parfum permet de s'élever vers le ciel. D'accord ? Et donc, je ne peux pas reprendre les rois mages qui arrivent avec quoi, voilà, la myrrhe, l'encens. Et donc, les épices, donc il y a cette dimension spirituelle, il y a cette dimension médicinale, parce que je dis très vite, on a dit, si ça pousse dans un endroit, alors surtout le monde judéo-chrétien, mais les Occidentaux qui ont quand même... vous connaissez enfin, ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à lire la biographie de Zweig concernant Magellan, absolument extraordinaire. Au début, l'épice. Ça, les deux premiers mots de la biographie de Magellan par Zweig.
C'est-à-dire que les Occidentaux découvrent le monde, inventent la caravelle, inventent le gouvernail à la recherche, en particulier, de la perle noire, du poivre. Donc, il y a ces dimensions spirituelles, dimensions médicinales, mais au-delà, oui, parce qu'on pense très vite que ça pousse dans le jardin d'Éden, parce que c'est la recherche du prêtre Jean et tout ça. Donc, on pense que si ça pousse dans le jardin d'Éden, ça ne peut être que bénéfique, quoi. Ça va me permettre de rester en bonne santé. Ce qui n'était pas tout à fait faux, d'ailleurs. Hein, parce que, justement, on parle aujourd'hui de toutes les vertus, justement, de la consommation d'épices. Mais je voulais venir... Et puis, il y a aussi la dimension de l'artiste. Parce que je vous parlais de la chose mystérieuse, c'est-à-dire essayer presque d'assouvir ce besoin d'altérité à travers la cuisine, à travers l'alimentation. C'est-à-dire que, alors certains, il y a eu tout un recueil qui a été développé là-dessus, on dit que, vous savez, beaucoup d'artistes ont eu cette période orientaliste, tout ce mouvement. Et en fait, à un moment donné, c'est un petit peu comme les uns les autres. On se dit, allez, je pars en voyage. En fait, on part en voyage. Le plus beau des voyages, c'est pour aller, avant tout, retrouver soi-même. Parce qu'on sort totalement de sa zone de confort, de son quotidien. On va changer son alimentation, on va changer tout d'un coup... Enfin, on change, on sort de sa carapace. Et en réalité, c'est pour aller rechercher ce qui se trouve tous les matins derrière notre miroir lorsqu'on se brosse les dents. C'est-à-dire l'autre personne que nous sommes, c'est-à-dire son Orient. Bon, c'est un petit peu compliqué ce que je vous raconte, mais ce que je veux dire, c'est une approche que d'utiliser les épices, que de consommer des épices, c'est justement son rapport à l'autre, mais qui est encore... Enfin, qui est l'autre que soi-même et qui est quand même nous-mêmes. Donc on dit, c'est son propre Orient. Alors, c'est son propre Orient, et ça peut même aller plus loin. Il y a toujours eu deux mondes. Il y a eu des époques où on a considéré au contraire qu'il fallait utiliser beaucoup d'épices dans la cuisine. Alors, surtout pas croire ces histoires comme quoi, au Moyen-Âge, ils mettaient des épices parce que tout était pourri. Ça, c'est absolument faux. L'histoire de conservation, tout ça, c'est absolument faux. Même si ce sont des bactéricides, effectivement, et des fongicides profonds, bien souvent. Mais néanmoins, ce n'était pas du tout ça la raison. Mais c'est le contraire, c'est cette curiosité de pouvoir, tout d'un coup, goûter des choses merveilleuses, mystérieuses. Et puis, il y a des périodes qui se referment. C'est-à-dire les périodes qui se referment. Je parlais, par exemple l'invention du poivre blanc. Vous voyez, l'invention du poivre blanc, 19e. 19e, parce que là, on est... C'est assez étonnant, parce qu'on a quand même claqué la révolution avec les droits de l'homme. Et jusqu'ici, les comptoirs et tout ça, c'est-à-dire les échanges qui se faisaient avec ces pays-là, c'était des échanges. Et tout d'un coup, quand on a claqué les droits de l'homme, on a commencé à coloniser. C'est-à-dire, on a voulu s'approprier ces territoires et totalement les maîtriser. Donc on n'était plus dans le commerce, mais on était dans l'occupation. Un petit peu différent quand même. Et là, il ne faut surtout pas manger ce que les indigènes mangent. Alors on l'avait déjà connu. Souvenez-vous, les extrémistes, les protestants de l'époque, alors 16e, 17e surtout, lorsqu'ils arrivent, par exemple, sur la mer des Caraïbes, ils préfèrent manger... D'ailleurs, quand vous allez aux Antilles, quand le soleil commence à tomber, et que je vous sers un tiponche, qu'est-ce que vous mangez avec? Zacra. Est-ce que vous avez déjà vu une morue dans la mer des Caraïbes? Plus fort, vous faites Sao Paulo. Vous faites toute la côte brésilienne. Bacalao.
Il n'y a pas une morue dans toute l'Atlantique Sud. Pourquoi ? Parce que ces navigateurs, on leur disait, ils ne voulaient surtout pas manger le même poisson que le sauvage mangeait. Donc ils préféraient prendre la morue pêchée en Atlantique Nord, redescendue en Méditerranée pour la saler, remonter, retraverser l'Atlantique, plutôt. Et c'est pas vrai, on trouve toujours la crâne morue. Comme quoi, vous voyez, c'est là où vous avez dit, hein. Ouais, c'est là. Mais j'en viens. Et donc le poivre blanc, eh bien, c'est le moment où on dit il ne faut surtout pas que l'on mette de la poussière noire dans la sauce blanche. Ce sont ces périodes où on veut absolument surtout pas faire la même cuisine que les populations que l'on a occupées. Alors c'est un peu renversé, effectivement, avec les générations peut-être de nos parents, avec le club Méditerranée, où là, tout d'un coup, on ne pouvait pas... Si c'était pas assez pimenté, on disait que c'était pas bon, quoi. C'était à celui qui pimentait le plus, quoi. Enfin, qui apportait le feu. Mais j'en reviens à ma petite histoire sur ma découverte de la nature. L'autre grande découverte de la nature, c'était effectivement, comme on ne pouvait pas faire du bateau l'été, alors que c'est notre deuxième passion, de faire de la voile, parce qu'on travaillait, bien évidemment, on allait l'hiver. Et là, l'hiver, c'était l'histoire de reprendre les routes de ces messieurs de Saint-Malo. Et en particulier sur l'Inde, donc ces 8 familles dont on parlait tout à l'heure, et de reprendre ces routes. Bien souvent, en allant sur place, en louant un bateau, et on emmenait les enfants. C'est pour ça que Mathilde et Hugo sont nés, ils connaissent la différence entre une cannelle C4 et C5, font la différence entre une noix de muscade G1, ils sont capables de faire une différence sur un poivre, sur un Karimundi, un Karimunda, un Panyour, un Mutimulamundi. C'est différentes variétés de poivres, comme ici on a la Golden, la Rainette, la Boscop. Les gens pensent que c'est le poivre. Non, nous, à ma connaissance, il y a 22 variétés de Piper Negron, mais indiens. Mais, et là, ces petits producteurs vont... on va faire connaissance, et puis à l'époque, on ramenait ça dans la valise, et on trouvait des épices, mais qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on trouvait dans le commerce en France, en Europe. Et là, on trouve une qualité, d'abord, les épices de l'année, juste pour vous rappeler, le poivre consommé en France, ça c'est les données de la DGCCRF, a en moyenne 7 ans. Et, alors je ne parle pas, si en plus il a été broyé il y a 7 ans, l'espèce de poussière qu'on trouve parfois, vous savez, dans des restaurants, là, vous dites, bon, donc déjà le poivre de l'année, enfin l'épice de l'année, et puis petit à petit, on comprend pourquoi à telle altimétrie il est meilleur qu'un autre, enfin comme un thé, comme un café, comme la vigne, donc on apprend toutes ces choses-là, et on apprend en particulier ces différentes variétés de poivre que l'on ne pouvait pas imaginer. C'est-à-dire que jusqu'ici, le poivre, les Anglais disaient c'était des collecteurs, ils mélangeaient tout, ils appelaient ça MG1, TGACB, c'est Marble, Garble, One, c'était le meilleur mélange. Mais en fait, c'est comme si on mettait... on récoltait du raisin et on prenait du cabernet, du pinot, du gamay, et on mélangeait tout ça et on dit bah, tiens, voilà. Donc c'est le blend anglais, quoi, le blend, quoi. Et donc moi je suis arrivé, mais ça a été à l'époque la bourse du poivre était encore à Cochin. Aujourd'hui, je vous le donne en mille. Aujourd'hui, il est à New York. Comme quoi. On sait très bien qu'il y a plein de poivres autour de New York. Hein, et c'est vraiment historiquement, et il y a énormément d'exploitation. Et comme quoi, c'est devenu un produit de spéculation. Et là, je vais arriver. Et alors pourquoi ? C'est parce que nos amis anglais rencontraient le trader sur place, et que le trader, sa caste ne lui permettait pas de rencontrer le producteur. C'est pas du tout de la méchanceté, ça fait partie de leur culture. Le gars, je lui dis, mais on va aller voir les producteurs. Il me dit, ah non. Les premiers qu'on a rencontrés, souviens-toi, il nous disait, non. Alors, il fait appel à un collecteur qui, lui, va nous emmener voir les producteurs. Mais celui qui achetait
pour expédier, n'avaient jamais rencontré les producteurs. C'est incroyable. Hein. Et donc, nous, on se retrouve, évidemment, les producteurs, ils sont là, ils parlent en malamaïen, petit anglais, et puis tout d'un coup, en étant au milieu de ces jardins d'épices, ce qui fait la grande différence avec les autres pays qui ont, comme le Vietnam et autres, ont implanté des espèces de champs productifs, parfois en bio, et on s'aperçoit que le productif en bio ne fonctionne absolument pas dans ces pays-là. Aujourd'hui, c'est vraiment une catastrophe parce qu'en réalité, c'est tout simple. C'est tout. Si dans le champ de tournesol qui est à côté, là, vous remplissez ça de poivre, en particulier avec une seule variété de poivre, eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais là, en ce moment, c'est très pluvieux. Il va être attaqué par un champignon. Ensuite, il va être sec, ça va être un insecte. Ça va être un ver, ça va être parasite. Okay. Alors que dans les jardins d'épices, qui étaient vraiment... Nous, on les a rencontrés les premières fois, c'était dans les années 85-86, dans les collines du Wayanad. Donc, c'est Calicut, plein Est. Quoi, hein. C'est des endroits merveilleux. Ces communautés-là étaient vraiment en danger parce que, justement, on voyait ces autres pays qui s'étaient appropriés le poivre. Et là, pourquoi ça fonctionne chez eux, le bio? Tout simplement parce que la première fois que vous arrivez, vous vous demandez si vous n'êtes pas bluffé. Parce que vous dites, mais il est où le champ de poivre? Il est où le champ de curcuma? Il est où le champ de gingembre? Il est où le champ de cardamome? Il n'y a pas. Ce sont des jardins, mais ce sont vraiment des jardins d'Éden. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans une partie où il y a une petite clairière, tout ça, dit-toi, le curcuma, il est là. Nous dirait, tiens, c'est sous l'herbe, là. Tiens, le curcuma, il est là, le gingembre, il est là, mais il y a des poivriers, il y a des manguiers, des girofliers, il y a des muscadiers, il y a les différentes variétés de poivre qui sont là. Et là, les différentes variétés, mais c'est un hasard. C'est-à-dire que tout d'un coup, je suis avec eux, et puis je dis, mais tiens, c'est curieux, là, les graines sont plus petites. Et puis là, la feuille n'a pas tout à fait la même feuille. Je dis, bah, peut-être parce que y a pas assez d'eau, l'autre, il n'y a pas assez de soleil, tout ça. Et il me dit, regarde, il me regarde avec des yeux comme ça. Il me dit, mais c'est normal, c'est pas la même plante. Je lui dis, comment c'est pas la même plante? C'est pas du poivre? Il dit, mais non. Et là, il commence à me donner les différentes variétés. Et ça, c'est incroyable. Et je pense que voilà, nous, on a un tout petit peu bouleversé le marché, parce que d'un coup, maintenant, on comprend comme quoi il existe des différentes variétés. Mais c'est vrai pour la cannelle, c'est encore plus vrai pour la vanille. Bon, je pourrais vous parler aussi de la vanille, mais je dois vous parler de la mer et de la nature. Pourquoi pas les champs bio par rapport au jardin? Alors, par rapport au champ, parce que le champ bio, c'est-à-dire que c'est d'une fragilité sans nom, c'est-à-dire que l'insecte ou le champignon ne va pas se focaliser, il va aller. C'est un petit peu comme nous lorsqu'on met un rosier devant les plants de vigne, où on va mettre des capucines dans nos potagers. C'est-à-dire que les pucerons vont aller sur les capucines plutôt que d'aller. Donc quand vous avez une variété, c'est-à-dire une diversité de végétaux, eh bien finalement ils se protègent les uns les autres. Ça ne veut pas dire qu'une espèce ne va pas être attaquée, mais en tous les cas, ça ne va pas être un désastre. Donc, et si on ne veut pas que ce soit un désastre, eh bien, alors à ce moment-là, on est obligé de repasser à des traitements. Et comme les traitements là-bas sont pratiquement gratuits par Bayer ou Monsanto, bah, ils se font anéantir. Et après bah, le dérèglement du sol, tout ça, des endroits qui ont toujours été vierges, sont complètement anéantis au bout de 5 ans. Et donc là, vous voyez, ça c'est vrai. Alors, on va dire, mais finalement, là, toi, le cuisinier, parce que souvent, moi, je l'ai pris en pleine balle, même au Sénat, des gens ont dit, mais vous, Rollinger, vous êtes cuisinier, ne vous occupez pas d'agriculture et de pêche. Alors là, je regarde, je dis, attendez, je fais partie de cette immense population d'hommes et de femmes qui est... On est là des nourricières et des nourriciers. Mais il nous faut bien 2 garde-manger. Le garde-manger de la terre et le garde-manger de la mer. Ce sont les 2 garde-manger de l'humanité, il n'y en a pas d'autres. Donc, quand on me dit, le cuisinier, ben, nous on a des super produits, et moi je respecte le produit.
Attends, c'est quoi respecter le produit? Est-ce que respecter le produit, c'est évidemment pas prendre la caisse d'asperges et la balancer comme ça, c'est effectivement prendre soin de la tailler, évidemment la servir la plus fraîche, tout ça, très bien. Mais avant tout, et c'est là où je viens à l'océan, avant tout, prendre soin d'un produit, c'est surtout le laisser en paix lorsqu'il est en danger. Il y a maintenant 14 ans, donc moi je suis né au milieu des pêcheurs, comme je vous le disais, et lorsqu'on a ouvert, mais je vais avoir à peu près 20 ans, 20-25 ans, il y avait 25 à 30 bateaux de pêche à Cancale. Aujourd'hui, il y en a 3. Ce ne sont pas eux qui ont vidé la Manche. C'est pas eux. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et j'allais crier tous les matins chez le marailleur, avec le marailleur, des tailles de poissons, de moins en moins de poissons, de plus en plus petits, évidemment de plus en plus chers, quand on est allé chercher de plus en plus loin, de plus en plus profond, et qu'on ramenait de plus en plus petits. Donc et rappeler quand même que l'océan, plus que la Terre, l'océan c'est la vie. C'est-à-dire, Gilles Boeuf décrit parfaitement, vous savez, ce qu'on appelle dans les estuaires, là où l'eau douce bien, rejoint la mer. Il y a un moment donné, on est presque dans la solution de Quintan, vous savez, qui est entre ce 1/3 d'eau de mer, 2/3 d'eau douce, qui reprend le sérum phi, mais pas le sérum phi qu'on vous injecte avec la pénicilline, non, c'est le sérum phi ionisé, c'est-à-dire vivant. En fait, ce que l'on a là, c'est exactement la même chose que la larme que l'on a à l'œil. Donc, et Gilles Boeuf le dit très bien aussi, parce que là aussi, moi j'ai besoin d'hommes comme vous, c'est-à-dire que quand je parle de nutrition, quand je parle de semences paysannes, quand je parle évidemment de l'océan, j'ai besoin des plus grands scientifiques. Et donc je travaille beaucoup avec Philippe Curie, je travaille avec Gilles Boeuf, je travaille avec des gars du CNRS, avec François Houllier, patron d'Ifremer, avec tous ces gens. Donc là, c'est absolument fascinant, parce que là, on touche le cœur de la vie. C'est-à-dire, nous venons tous de l'océan, quoi. Et quand on touche l'océan, c'est toucher à notre sens, c'est toucher à l'origine de la vie. Et cet océan, évidemment, est évidemment malade. Alors, première mesure, eh bien, et là, je comprends aussi, je vais vous donner le déclic, parce qu'en fait, pourquoi un cuisinier vient ouvrir sa goule? Je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un écrivain, je ne suis pas un artiste, je suis vraiment un gars qui bricole avec 3 casseroles, qui fait poudre de perlimpinpin, machin, un truc. Okay. Pourquoi on l'écoute? Un jour, je me suis retrouvé, je présentais un livre qui s'appelait 3 étoiles de mer. Ça se passait au Champ Libre à Rennes, qui venait d'ouvrir. Et là, il y avait un film d'Arte de 52 minutes, et puis le livre qui était présenté. Et je me retrouve un samedi après-midi, une première journée de printemps. Il faisait un grand beau. Rendez-vous à 15h. Je lui dis, il va y avoir personne. Personne. À Rennes, premier beau jour, tout le monde va à Cancale et Saint-Malo à la plage. Bon, pour ceux qui sont moins chanceux, ils vont à la Baule. Et puis, alors, et donc, ils se retrouvent. Et j'arrive dans cette salle, je vois 400 personnes qui étaient assises là. Bon. Alors, j'en venais pas. Et puis, donc, c'était très bien, j'étais très content. Et c'était la première fois que j'étais vraiment en public, comme ça, à faire là, sur une estrade, là. Et tout d'un coup, il y a une dame qui pose une question incroyable, enfin, pour moi, qui m'a bouleversé, qui me dit, mais, oui, alors, j'aurais une question, monsieur Rollinger. Alors moi, je n'ai pas eu la chance de venir goûter votre cuisine. D'accord? Et tout d'un coup, elle se retourne, parce qu'elle était dans les premiers rangs, elle se retourne devant le public et dit, mais d'ailleurs, dans cette salle, qui a goûté la cuisine d'Olivier Rollinger? Et là, il n'y avait pas 20% des gens qui ont levé le doigt. Ça veut dire que 80% des gens qui étaient là, finalement, venaient m'écouter
en tant que cuisinier, il n'avait pas goûté ma cuisine. Et je me suis dit, là, j'ai une vraie responsabilité. Tout à l'heure, quand je vous disais, on ne s'est pas occupé de ce qui se passait dans la rue. Je dis, mais il faut qu'on s'occupe. Enfin, je veux dire qu'il faut que notre regard de cuisinier soit complémentaire à celui des scientifiques, à celui des rapporteurs. Enfin, il faut qu'on apporte notre concours. On n'a pas le droit de laisser les 80% de gens comme ça. On ne va pas leur apporter une vérité, mais en tous les cas, on doit apporter nos connaissances et notre point de vue sur ces sujets. Et là, j'ai compris que, ça me devenait un petit peu politique, que pour changer les choses, à un moment donné, il faut prendre les manettes de l'avion. Alors, engagé en politique, j'ai essayé une fois, je peux dire, j'avais oublié une chose en politique. Je me suis totalement ramassé, parce que j'avais oublié une chose, c'était une fameuse phrase de Machiavel, comme quoi en politique, la trahison est une vertu. Et je suis tombé sur quelqu'un d'extrêmement vertueux, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était amusant. En revanche, il y a une association qui s'appelle les Relais Châteaux. Les Relais Châteaux, c'est une association de 1901, à but non lucratif, qui regroupe, alors il ne faut pas du tout penser que c'est une association franco-française, puisque aujourd'hui, les établissements français, c'est moins de 25%. 62 nationalités, 550 maisons, reconnues comme les 500... Alors, dans ces 550 maisons, il y a probablement les meilleurs chefs, femmes et hommes au monde. Mais il y avait 62 nationalités. Donc vous avez Chinois, vous avez des Japonais, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez le monde entier, quoi, la Patagonie. Donc déjà, ça m'intéressait parce que c'était le monde. Et moi, mon rapport, et déjà, nous sommes liés avec ces gens, justement, ces fermiers, ces producteurs d'épices, que parfois on dit des gens de peu, mais qui pour nous sont des gens de tout. Et on allait tout d'un coup rencontrer des propriétaires, des chefs, alors là pour eux qui ont tout, mais tout d'un coup c'était le monde, quoi, c'était l'ONU, quoi. Moi c'est ça qui m'intéresse, c'est autour d'une table. Je dis là, il faut prendre le pouvoir. Pour faire évoluer les choses, il faut prendre le pouvoir. Donc je me fais élire maintenant il y a plus de 15 ans, à Biarritz, vice-président à l'international du Relais Châteaux, élu par les 550 chefs de 62 nationalités. Et là, je leur dis, attention, moi je vais pas, ça ne va pas être pour dire on est les meilleurs, le catalogue des belles maisons. Non, on va prendre des engagements. Et donc le premier engagement, je dis, si jamais je suis élu, la première chose, moi je connaissais, c'est là ma première réflexion, pénurie de poissons, qui était le thon rouge, il y a 15 ans, qui était en perte. Mais je déteste le mot stock. Les poissons, ce n'est pas un produit. Ce n'est pas des boîtes de conserve. Mais la population s'effondrait de thon. Et évidemment, il y avait un lobbying de tous les armateurs méditerranéens, en particulier de Sète, qui était terrible. Et le gouvernement, au niveau de l'Europe et encore moins au niveau de la France, voulait faire bouger les lignes. Donc on a dit, moi, c'est très simple. Donc j'étais avec déjà des ligneurs en Méditerranée. C'est très simple. Si je suis élu, la première chose que je vais demander, c'est que l'on arrête de mettre du thon rouge sur toutes les cartes des plus grands restaurants au monde. Stop. J'ai pas eu trop de mal à convaincre les Européens, un petit peu plus de mal à convaincre nos amis japonais, qui, à ce moment-là, je mangeais un peu de bilan carbone pour essayer de les convaincre, leur dire que le thon, puisqu'ils me disaient, oui, manger du thon rouge, ça fait partie de notre culture. Ça fait quand même pas partie de votre culture de prendre un thon en Méditerranée ou en Atlantique Sud pour l'emmener en avion et pour arriver au cœur de Tokyo. D'accord ? Elle me dit, ah oui, mais dans notre culture, on peut pas dire non à ce que demande le client. Bon, okay, Moi, je lui ai dit, écoutez, comme moi, il m'attaquait sur le foie gras, en tant que Français, j'aurais dit, écoutez, moi, quand un client me demande un foie gras de rossignol, je peux pas, j'y arrive pas. Voilà. Et comme c'est l'oiseau sacré. Enfin, ouais, je vous dis pas les débats avec l'humour qui est un petit peu décalé par rapport au nôtre de nos amis japonais. Mais bon, et en réalité, j'ai réussi à les convaincre grâce aux meilleurs chefs de sushi.
qui ont compris l'urgence. C'est incroyable, ça. C'est aussi très fort. Et là, évidemment, une pression énorme des armateurs de 7, avec, très musclés. Eh bien, entre les deux Covid, les producteurs, les armateurs de 7, ça s'est passé au lycée hôtelier de Dinard, sont le représentant des pêcheurs. Il est venu me voir, il m'a dit, on vous remercie. Bon, vous avez été un peu brutal. Je lui ai dit, vous l'avez été aussi. Mais heureusement, parce que vous avez sauvé la filière. C'est-à-dire que parce qu'on a notre prise de position a été, évidemment, l'écho a été énorme. Et donc, il est remonté à Bruxelles, il est remonté à Paris. On a associé, évidemment, tous les pêcheurs artisans. Et les politiques, c'est toujours un rapport de force. Les scientifiques peuvent dire tout ce qu'ils veulent aux politiques, ils n'en tiennent pas compte. C'est un rapport de force à chaque fois. Donc, il faut convaincre, et c'est pour ça qu'on a besoin des journalistes, pour les convaincre. Mais oui, parce que c'est le grand public qui fait bouger les choses. C'est l'opinion du grand public qui fait bouger les lignes, et surtout pas les présentations des scientifiques qui, effectivement, et le monde scientifique, c'est pas une opinion. J'arrête pas de dire ça, c'est pas une opinion. Et là, en fait, à ces armateurs, on leur disait, mais on ne vous interdit pas d'aller pêcher. On ne met pas des scellés sur les bites d'amarrage, vous pouvez y aller. Sauf que nous, votre produit. Mais il y est revenu, et maintenant, il me demande de faire la promotion du thon de ligne, qui est revenu, avec des techniques de pêche qui ne sont pas agressives, parce que notre campagne était tellement forte que les gens, une certaine population, qui ne veut toujours pas de thon rouge, de ligne. C'est incroyable. Je peux vous expliquer que... pourquoi on dit ça? Là, en journée de la semaine dernière, on était à Brest là, pour les 40 ans d'Ifremer. Et les scientifiques qui expliquaient parfaitement la population de poissons, c'est pas du tout comme des mammifères. On peut sauver les zébus, on a pu sauver les bisons, par exemple, mais pourtant il y avait vraiment une poignée, il en restait vraiment très peu. La population de poissons, il faut un certain nombre, c'est-à-dire que, par exemple, on prend une population, lorsqu'elle s'effondre de plus de 20%, et là, on a un exemple, c'était, souvenez-vous, la pêche à la morue. Ça, c'était le grand métier. Nous, tous les jeunes, enfin, beaucoup de jeunes partaient à la pêche à la morue, évidemment de Fécamp à Bayonne, Terre-Neuve, Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis, depuis le XIe siècle, on pêchait pourtant cette morue. Et puis, c'est arrivé les techniques de pêche extrêmement performantes. En l'espace de 15 ans, on a bousillé tous les bancs de morue. Et on a dit, bon, stop, on arrête, et puis ça va revenir. Et tout le monde a arrêté. Le Canada a arrêté, tout le monde a arrêté. En Atlantique Nord, on était, alors les scientifiques disent, on était à 22% de la population, on est à 23. 25 ans après, 30 ans après. C'est-à-dire qu'elle ne revient pas. C'est trop tard. C'est trop tard. Le cabillaud ne reviendra probablement plus jamais en Atlantique Nord. Parce que c'est une histoire de taille. Enfin, je ne vais pas vous expliquer ça, parce que les scientifiques vous expliqueraient mieux, mais il faut une population, parce que lorsqu'ils se reproduisent, ils se mettent en banc comme ça, ils font une certaine taille. Bon, il y a des prédateurs qui sont là. Donc c'est... et là, il y a des espèces qui sont en danger. Je vais vous en prendre un. Pendant quelque chose qu'ici, vous devez aussi, de temps en temps, servir dans les restaurants. L'anguille. L'anguille est plus en danger. Est-ce que, alors parfois, des cuisiniers disent, ah oui, mais nous, l'anguille, ça fait partie de notre culture, ça fait partie du truc. Je dis, la France, vous connaissez d'abord, l'anguille est un marqueur, un baromètre de notre environnement, de notre rapport à l'environnement, plus qu'aucun autre poisson. D'abord parce que c'est un warrior, l'anguille. Hein. C'est quand même, c'est-à-dire qu'il fait le chemin inverse du saumon. Alors on va prendre le chemin. Il naît dans la mer des Sargasses. Toutes les anguilles naissent dans la mer des Sargasses. Avec les courants, une petite larve qui va grandir petit à petit, qui va arriver sur nos côtes, grâce au Gulf Stream en particulier, il va arriver sur nos côtes. C'est la civelle, la pibale. D'accord ? Oui, d'accord, c'est bon. Mais justement, pendant des années, la grande bascule, c'est pendant des années, moi, cuisinier, je voulais surtout trouver
servir des ormeaux lorsque la pêche était interdite, servir des Saint-Jacques quand c'était interdit, préparer l'interdit, c'était encore plus excitant que tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Eh bien, là, c'est là où la bascule se fait dans le monde des cuisinières et des cuisiniers, en tous les cas, je l'espère, c'est que lorsqu'il y avait 100, et la côte française, c'est 90% des pibales de l'Atlantique. 90%, la France. Du Mont-Saint-Michel jusqu'à Hendaye. Eh bien, lorsqu'il y en avait 100 qui arrivaient, aujourd'hui, il y en a 3, 4 qui arrivent. C'est-à-dire que ça s'est totalement effondré. Pourtant, le ministère des Pêches, tous les ans, renouvelle ce qu'ils appellent les quotas et ne veut pas du tout prendre en compte l'avis des scientifiques. Alors moi, c'est ça simple. Je dis aux cuisiniers, on leur a dit, écoutez, c'est simple maintenant. On va retirer l'anguille de toutes les cartes de France et d'Europe. Et alors, l'idée, c'est... le slogan, c'est « Metteriez-vous à votre carte du panda ou du rhinocéros ?» On sait que le panda et le rhinocéros sont en voie d'extinction. Eh bien, c'est en dangerosité d'extinction encore plus forte que le panda, l'anguille. Et là, j'en reviens, respecter un produit, le fameux slogan de toutes les cuisinières et les cuisiniers, le respect du produit, eh bien, c'est surtout de laisser ce produit se reposer, se repeupler, et de ne pas le faire rentrer dans sa cuisine. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une cuisine ? Mon fils qui vient de sortir un livre, enfin notre fils, pardon, qui vient de sortir un livre, il a une phrase, là, il est toujours bluffant, pas parce que c'est son gamin, mais c'est-à-dire qu'il a quand même un regard. À un moment donné, il écrit. Il y a 2 choses qui m'ont bouleversé. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Si, quand même, parce que c'est très bien, parce qu'en fait, c'est un peu le prolongement de tout ce qu'on a commencé à mettre en place. Il dit la cuisine, c'est le carrefour entre la mort et la vie. Et c'est vrai. C'est-à-dire que quand on coupe une laitue, on coupe une herbe, on tue une herbe, on tue une coquille Saint-Jacques, on tue une huître, on tue un poisson. C'est bien tuer pour prolonger la vie de l'être humain. C'est ça une cuisine. Mais c'est tuer la nature, c'est tuer le vivant. Donc c'est bien un carrefour. Donc, et le deuxième mot, il dit cuisinier, c'est remercier. Cuisiner, c'est remercier. Ça, là, je dois dire qu'il nous a bluffé. Là. Mais c'est tellement vrai. C'est remercier la vie, c'est-à-dire c'est remercier Dame Nature, c'est remercier le vivant. Et pourquoi j'en viens ? Alors, moi, dans tout ça, qu'est-ce que j'ai pu mettre en place aussi ? Bien, j'ai imaginé, avec une femme exceptionnelle qui est d'une intégrité que je connais maintenant depuis 15 ans, qui s'appelle Elisabeth Vallée, pour une ONG qui s'appelle Éthique Océan. Vraiment, c'est une ONG. Alors, elle m'intéresse, alors ça ne veut pas dire que je vais pointer du doigt WWF ou Bloom ou choses comme ça, parce que chacun a son rôle à jouer. Mais l'idée, c'est pas de pointer du doigt et de culpabiliser telle ou telle personne pour ceci ou cela. C'est-à-dire, c'est pas dire c'est salaud de pêcheurs, c'est marailleurs ceci, c'est... Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de sensibiliser l'ensemble de la filière, de savoir comment se nourrir de l'océan sans l'appauvrir et sans la vider, à en faire un désert liquide. Et ça, c'était... donc on a imaginé un concours qui porte mon nom. La semaine dernière, c'était la 15e édition au niveau Europe. Et la semaine dernière, la 3e édition à Hokkaido, au Japon. À la demande du ministère des Pêches, après avoir semé les premières graines il y a 10 ans, en m'étant pris le col avec les représentants des pêches au Japon, finalement, ils me demandent de venir présenter mon concours. Et c'est quoi le concours ? C'est assez simple, c'est-à-dire c'est de valoriser les espèces de poissons qui ne le sont pas, et pour laisser se reposer des espèces qui sont surpêchées. Et sortir de l'esprit des personnes, comme quoi on peut se nourrir de poissons que de cabillaud et de saumon.
Et évidemment, en mettant de côté tout ce qui était élevage. Pourquoi élevage? Parce que ceux qui donnent bonne conscience en disant je prends un poisson d'élevage, donc je ne vais pas puiser dans la nature sauvage, c'est une aberration. Parce que je vous rappelle que pour faire le plus vilain des saumons d'élevage, le plus vilain, il faut 4 kilos de farine de poisson sauvage. Et on fait appel à des bateaux, le vocabulaire est intéressant, bateaux minotiers, c'est-à-dire des bateaux qui vont faire de la farine de poisson. Alors, on est tous un peu responsables, mais ce n'est pas une solution, en tous les cas. On ne peut pas se nourrir de la mer avec du poisson d'élevage. L'agro-business est derrière et veut nous persuader que c'est totalement faux. Le thon, alors l'élevage de thon n'existe pas, il n'existe que la ferme d'engraissement de thon. C'est-à-dire que déjà, qu'on ne peut pas reproduire le thon, qu'on ne peut pas reproduire l'anguille. Oui, parce que je ne vous rappelle pas, oui, je n'ai pas raconté l'histoire de l'anguille. Si vite fait, l'histoire de l'anguille, elle est extraordinaire. L'anguille, donc, elle a la petite civelle, elle arrive, elle va remonter la rivière. Elle peut rester environ, il faut 20 ans, 25 ans pour pouvoir se reproduire. Elle va aller dans une rivière, dans une mare, dans un marais, elle va remonter. Elle peut monter jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Et ensuite, après 20-25 ans, elle va dire, bon, allez, il va falloir que je me reproduise. Et donc, elle redescend. C'est le mouvement inverse du saumon, je vous disais. Elle redescend, elle retraverse l'Atlantique, elle plonge à plus de 4000 et 5000 mètres. Absolument incroyable, parce qu'il lui faut cette pression pour que le système hormonal se mette en place pour qu'elle puisse se reproduire. C'est la raison pour laquelle l'élevage n'existe pas pour l'anguille. Ce n'est pas possible. La condition pour que l'anguille puisse se reproduire, alors il y a eu des essais, mais très ponctuels, ça ne marche pas à grande échelle. C'est absolument impossible. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on ne produit pas d'anguille d'élevage. Par contre, on peut capturer de la civelle et de l'engraisser, toujours avec de la farine de poisson. Ça, c'est une grosse société hollandaise qui est absolument unique et qui prélève pratiquement tout pour aller à Hendaye et qui ensuite remonte en Hollande. Bref. Et donc, Éthique Océan, donc on a des jeunes qui arrivent, et là, ils nous préparent un plat. C'est pour ça parce qu'il y a eu tellement de concours, je dis ce concours-là, il ne va jamais marcher. Les gamins, il y a le tétagé, le machin, le truc. Et tout d'un coup, et c'est là où la jeunesse fait preuve, et moi m'émerveille, qui fait preuve d'une clairvoyance et d'une maturité qui me surprend tous les jours et qui m'enchante. Et c'est pour ça que je crois beaucoup en l'avenir. Parce qu'ils sont dans le facta non verba. C'est faire et pas dire. Nous, on dit, moi j'ai dit, parce que j'ai pris conscience à la fin de ma vie professionnelle, c'est pour ça que je consacre encore ces quelques années à la fois à l'océan et à l'alimentation, mais on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, dans les collectivités, dans les maternelles, dans les collèges, dans les lycées, parce que je pense que nourrir les enfants et éduquer les enfants au goût, c'est absolument capital. On l'a évoqué hier, on l'évoque encore ce matin. L'éducation alimentaire. Mais donc ces jeunes arrivent, ils sont en formation ou sont de jeunes professionnels. Ils préparent un plat avec un poisson, un crustacé, algues et coquillages qu'ils considèrent durable. D'ailleurs, je vais vous poser la question tout à l'heure. Réfléchissez, parce que je vous posais la question. Qu'est-ce qu'un poisson durable? Mais je continue mon histoire. Et ils préparent ce plat. Et ensuite, l'après-midi, ils doivent apporter l'argumentaire. Pourquoi le poisson est-il durable? Pourquoi ai-je préparé ce poisson? Et donc maintenant, qu'est-ce qu'un poisson durable? Pardon? Parce que les gens disent, moi, les poissons, mais tous les poissons sont durables. Ouais, ok. Ouais. Non. Oh, ça, c'est un poisson à conserver. Naturellement. Non, alors le poisson durable. Un poisson durable, vous savez que 65% des poissons pêchés sont surexploités. D'accord? Le deuxième chiffre qu'il faut avoir en tête, 40% des poissons qui sont pêchés sont remis immédiatement à la mer. Les gens qui vous disent qu'on ne peut pas nourrir l'humanité parce qu'il y a trop de monde, ça aussi c'est bien pour ancrer l'industrie agroalimentaire et complètement verrouillée. 40% du poisson pêché est remis immédiatement à la mer. Parce que ce n'était pas le poisson qu'on est venu chercher. Donc on le remet à la mer. Immédiatement. Mort, évidemment. Mort.
Ah bah oui, c'est pas du no killing, hein, c'est pêché et mort, parce que c'est remonté ces campiers. Donc, source de protéines absolument extraordinaire. Donc, ces jeunes vont apporter l'ensemble des arguments pour lesquels le poisson est durable. Alors, qu'est-ce qu'un poisson durable? C'est un poisson, grâce aux scientifiques, et il faut absolument aider et faire en sorte que nos politiques cèdent encore un peu plus de latitude pour faire de la recherche, pour connaître justement les populations de ces poissons, parce que jusqu'ici, on ne connaît que les populations de poissons pêchés et appréciés par les consommateurs. Mais donc, connaître l'état, non pas du stock, mais de la population. Ça, c'est la première chose. Premier critère, en fonction du lieu de pêche. Deuxième critère, technique de pêche. Parce qu'une technique agressive, pas une technique agressive, du chalut de fond, du pélagique, de la ligne, du casier. Hein. Maturité sexuelle. Et enfin, la taille, qui évidemment induit la maturité sexuelle pour que le poisson ait pu se reproduire. Voilà les trois critères. La notion de saisonnalité est très controversée. Parce que les gens pensent que la saison du poisson, c'est l'inverse de la saison des fraises. C'est-à-dire que les gens pensent que les fraises, évidemment, on mange des fraises au printemps lorsqu'elles sont les meilleures, début de l'été. Mais le poisson, c'est pas là où il est le meilleur. On dit, par exemple, la saison de la coquille Saint-Jacques. C'est le moment où on la pêche. Ça ne veut pas dire que l'été, elle n'est pas bonne, la coquille Saint-Jacques. Pas du tout. Elle est très bonne, sauf qu'elle est dans la période de reproduction. Et on a réussi, parce que voilà ce que l'on peut faire quand même avec nos amis pêcheurs, c'est réguler la pêche de la coquille Saint-Jacques que l'on a sauvée et qui était en perdition il y a 30 ans. La conchiliculture est une formidable réussite aussi. Et se dire que si, et avant tout, et je vais peut-être le terminer parce que je ne vois pas l'heure, si, il faut que je termine, quoi. Ouais. La conchiliculture, c'est une success story extraordinaire. Il faut complètement... l'algaculture est évidemment un des sujets à aborder demain. Je ne sais plus qui parlait, si vous parliez effectivement du cadmium en particulier qui était capté par les algues en fonction de certaines zones. Et là, j'y viens, parce qu'il ne suffit pas simplement de pointer du doigt le pêcheur par rapport à l'océan. Surtout pas. Mais il faut pointer du doigt chacun d'entre nous, dans notre évier, dans notre lavabo, quel produit on met dans nos toilettes, quel produit on met pour les lessives, dans notre lave-linge, dans notre poubelle. L'océan commence à Vienne, c'est-à-dire au cœur du foyer de chacun. Évidemment l'industrie, évidemment l'agriculture. Quand on voit encore des champs de maïs sur toute la Normandie, sur tout le Cotentin, avec de l'atrazine, quand on voit ce qui se passe en Bretagne, évidemment, avec ces élevages, ces algues vertes, ces nitrates et l'ensemble de ces polluants, qui sont alors, les plus terribles pour les endroits de frais, justement pour le poisson, pour les coquillages et les crustacés, ce sont les perturbateurs endocriniens. Ça, c'est redoutable. Donc, il ne faut pas... Alors ça, c'est une chose, ça, c'est toute l'activité, mais c'est aussi tout notre assainissement au bord du littoral. 30% des eaux usées repartent à la mer. Des particuliers, là. Parce que il y a des... Et c'est la raison pour laquelle, parfois, à Noël, on vous dit... Période de pluie, station d'épuration saturée, parce que beaucoup de personnes sont encore... Là aussi, on fait la guerre des gens qui branchent les eaux pluviales sur l'assainissement. Et effectivement, lorsqu'il y a des périodes comme celle-ci, les stations d'épuration... Ouais, et tout d'un coup, à Noël, on vous dit Saint-Valahougue, on ferme les huîtres, Arcachon, on ferme les huîtres, la Bretagne, on ferme les... Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a tous une responsabilité par rapport à l'océan. Ils ne sont pas simplement les pêcheurs. Et enfin, vous dire que moi, je reste, peut-être parce qu'un angoissé, et peut-être parce que me rend compte de cette situation. Et c'est pour ça que j'avais écrit ce livre pour une révolution délicieuse. C'est mon premier petit-fils qui naissait. C'est un regard à un moment donné où cette prise de conscience alimentaire permet d'engendrer une révolution éthique, mais avant tout joyeuse.
Et aujourd'hui, où on est tous dans la polémique, en train de se foutre se taper sur le museau pour n'importe quoi, et être binaire, t'es pour, t'es contre, t'es pour, t'es contre, je pense que la table, et peut-être la concorde, et la France, on en parlait, qui était, moi, qui m'ont un peu, évidemment, par rapport à notre histoire, qui était un endroit de débat, mais qui n'est pas un endroit de combat. Il y a une très grande différence. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent plus échanger sans se combattre, alors qu'on devrait débattre pour, évidemment, faire évoluer. Et rappeler que, et c'est là aussi l'image de l'épice elle-même, c'est que l'épice, parce que j'ai été attaqué à un moment donné, avec quelques-uns, ça s'appelait le groupe des 8, par certains cuisiniers, avec les épices, on mettait en danger la cuisine française. Oui. Et dépêche à l'AFP. Et je pense qu'au contraire, mais c'est vrai pour la cuisine, mais c'est vrai pour la littérature, c'est vrai pour l'architecture, c'est vrai. Ce n'est absolument pas perdre son identité que se nourrir de l'identité de l'autre pour faire grandir sa propre identité. C'est ça, moi, le grand message. Et tout à l'heure, on parlait de la cuisine française qui était codifiée. Je pense qu'avant tout, la première qualité de la cuisine française, c'est d'être justement la plus perméable au monde. C'est celle qui, justement, s'approprie, et ça a commencé avec la pomme de terre, le haricot, le maïs. Comment on s'est approprié, on l'a fait avec... on l'a fait avec tout, et on se dit, ça, c'est la cuisine. En fait, et ça, c'est la belle histoire. C'est la belle histoire. Et puis vous dire que dans les écoles, on devrait bien raconter l'histoire de l'humanité, non pas à travers les guerres, les combats, mais à travers l'histoire de l'alimentation. Parce qu'à la différence de la guerre, des combats et de l'occupation, la cuisine est là pour nourrir et prolonger la vie, et non pas pour tuer. Voilà, je vous remercie. Je crois savoir que vous avez beaucoup œuvré pour la sauvegarde d'une race de vaches, d'un froment du Léon. Et je voulais savoir si, donc d'abord peut-être rappeler pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, et par ailleurs voir s'il y a d'autres exemples dans votre vie de sauvegarde, peut-être plus d'espèces végétales par exemple, ou d'autres... Enfin, est-ce que vous avez participé à sauver des variétés, des races, des espèces, etc. Il y a au moins 2-3 variétés de poivre que nous avons sauvées, en particulier le Nilamundi, qui était juste la petite histoire. On est en Inde et il y a une personne un producteur, il nous dit je vois un très, très joli poivre. Nilamundi, ça veut dire graine bleue en malamayam. Et effectivement, il y a des reflets légèrement bleutés. Et c'était la lune bleue en plus. Vous savez, ce moment absolument dingue. Et il faut toujours un peu de poésie dans tout ça. Les choses ne sont pas liées. Donc il y a des moments, il y a des instants comme ça. Et là, ce producteur me dit oui, mais là, on en a très peu, c'est pas du tout productif, c'est des plants qui sont un peu perdus comme ça, mais il n'y en a plus. Bon, et après, je rencontre un peu l'équivalent du numéro 3 de l'INRA en Inde, qui m'en a rencontré, parce qu'il est persuadé, il apprend que j'ai connaissance et que tout d'un coup, je vais prendre des volumes énormes d'épices. En fait, non. Par contre, il comprend très vite que j'ai une connaissance, donc il m'intéresse, et je lui dis... Moi, ce que j'aimerais trouver, d'abord, il est très surpris, je connaisse ces différentes variétés de Piper nigrum, et je lui dis, mais... et il me dit, oui, alors voilà, il développe tout ce qu'il connaît. Mais moi, je lui dis, moi, j'aimerais tellement avoir la variété botanique que Vasco de Gama a ramenée la première fois. Parce que ce qui est intéressant, c'est toujours se raccrocher à l'histoire. En particulier l'histoire de l'aventure marine. C'est comme d'imaginer quel thé Vasco de Gama a ramené la première fois à Lisbonne. Ça, c'est un truc de dingue aussi. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Mais ce thé-là, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de thé en Inde. C'était déjà des jonques chinoises qui le ramenaient à Cochin. Donc, il se dit, la première fois... Et là, cet homme me dit, ah ben oui, mais ça, c'est une variété qui a totalement disparu. Elle n'existe plus, malheureusement. C'était le Nilamundi. Je le regarde et je ne bouge pas de regard. En réalité, les producteurs, moi, je sais qu'il existe encore quelques plants Nilamundi. Et donc, je l'ai retourné, et on est retourné 2-3 fois. Et la troisième fois,
Et à chaque fois, elle me disait, oui, mais ça, c'est pas objectif. Je disais, ah, c'est pas bien, il n'y en a pas. Bon, discussion très longue avec tous ces fermiers. Et à un moment donné, la troisième fois, on vient et puis il me dit, tiens, juste avant de partir, on nous avait préparé tout un déjeuner. Avant de partir, on dit, tiens, on a un truc à te montrer. Et là, il montre sous un ombré, enfin, plein de petits plans comme ça. Je dis, bah oui, c'est des poivres. Et il me dit, non, ça, c'est du Neamundi. Alors je dis, bah, bravo, vous avez sauvé, voilà, ça fait partie de votre histoire, c'est un symbole énorme, vous avez sauvé Alors on dit, oui, mais en fait, alors, enfin, je dis, bah, oui, bon, écoute, oui, sûrement, c'est très bien, mais enfin, on voyait surtout que ça te faisait très plaisir. C'est merveilleux. Alors, ça, c'est le premier point. Donc, mais au-delà, alors, le Froment du Léon, ça, c'était Thierry Lemarchand, producteur à côté de Passé, sorti de Rennes. Et ça faisait 2 ans qu'il perdait 45 000 euros parce que Lactalis lui achetait vraiment en deçà de son prix de production. Et il était au bout du rouleau. Sa femme était partie, était désœuvré, tout seul, machin. Et il me dit, ça fait plusieurs mois que j'hésite à vous appeler. Et puis là, je vous appelle parce que je sais que parfois vous aidez des producteurs. Bon, enfin bref. Et j'arrive, je suis avec Hugo, notre fils, et je vois vraiment, le gars, il est vraiment pas bien, quoi. Il est vraiment pas bien. Par contre, il a 88 vaches Froment du Léon. Toutes petites vaches qui font 8 litres de lait. Je rappelle qu'une Holstein peut aller jusqu'à 45 litres par jour. Ouais. Et moi, il me dit, bon, donc je vois. Et puis on retourne le voir, mais je me renseigne sur la Froment du Léon. Et puis lui, il commence déjà à me parler de la Froment du Léon, cette petite vache qui est belle comme tout, qui est un peu une cousine de la Jersiaise, vous voyez. Et je lui dis, c'est pas du lait, c'est de la crème liquide, quoi. Hein, jaune, c'est déjà tellement honteux, velours comme lait que. Et puis je fais une petite recherche, et c'est des vaches qui occupaient pratiquement tout le territoire breton autrefois. Alors, d'origine du Léon, proche du Trégor, mais au-delà. Et pourquoi ? Et on l'appelait la vache de madame. Et pourquoi la vache de madame ? Les vaches de madame, parce que elles étaient très dociles, très douces. Or, bien souvent, c'était les femmes qui menaient les fermes, puisque les hommes étaient en mer. Donc il ne fallait pas des animaux agressifs ou trop brutaux. Ça, c'est la première raison. Et puis le lait, le beurre que l'on faisait à partir de ce lait était tellement meilleur que les autres qu'on le réservait pour la châtelaine, pour la propriétaire, pour madame. D'accord ? C'est la raison pour laquelle on l'a appelé, nous, beurre de madame. En fait, il y a peut-être un combat à mener en France, en particulier sur la mer et les océans. La France étant le deuxième plus grand propriétaire et la zone d'influence la plus importante au monde. On devrait avoir un grand ministère de la mer qui soit un ministère d'État, qui soit un des plus grands ministères qui puisse exister, étant donné la richesse que la mer et les océans. Et je pense que un des points en plus pourrait être celui-là. Donc il y a peut-être un combat à continuer à mener auprès des politiques, mais chacun dans sa région, pour que ça remonte un jour à Paris, pour qu'on s'occupe de la mer et des océans et de ses ressources naturelles et de la préservation. Bah, votre remarque est pertinente, puisque finalement dans les COP, l'océan arrive très tard. Or, on sait très bien quand même que l'océan est le deuxième poumon de la planète, est le premier régulateur de la planète et le premier capteur de CO2 de la planète. Ce qui entraîne une forme, qui entraîne une acidification de l'océan également. Donc, qui dit acidification dit abandon du calcaire, en particulier de nos coquillages. Donc là aussi, Mais vous avez parfaitement raison. La France sait parler elle est présente absolument sur tous les océans. C'est la raison pour laquelle on a quand même, et là il faut être fier de la France, d'avoir porté Ifremer, qui est le plus grand organisme océanographique au monde.
les Américains et les Chinois nous envient. Je pense simplement, vous savez, cette fameuse mission Argos, qui sont des balises qui sont dans tous les océans pour mesurer la température, le pH, le taux de salinité. C'est absolument remarquable. On a les Nautilus et autres, toutes ces recherches au niveau des abysses, où on s'aperçoit, et là, par exemple, des choses étonnantes. Moi, j'ai appris, on pense tous que la vie, parce qu'on parle de nature, est liée avec le soleil. Toute la notion de photosynthèse, de l'énergie liée à la photosynthèse. Eh bien, on s'aperçoit que dans les grands fonds, là où la lumière n'est jamais arrivée, on trouve la chimiosynthèse. C'est-à-dire que ce sont des réactions chimiques, alors là, effectivement, avec des métaux lourds, mais là, ce n'est pas la pollution des hommes, c'est qui remonte du cœur de la Terre, avec des soufres. Et là, donc, il y a des réactions chimiques en chaîne qui sont là, qui créent une énergie qui a amené la vie. Et la grande question aujourd'hui des scientifiques, c'est de savoir si la vie est arrivée sur cette Terre avant le Soleil ou pas, si elle existait sans le Soleil. C'est absolument magique comme histoire. Et là, ce qu'il y a d'incroyable en plus, c'est que pour la première fois, on creuse. Et là, on creuse à 25 cm à 5000 mètres de profondeur, et on s'aperçoit qu'il existe encore une autre vie dans le sous-sol des abysses, avec des animaux, avec des êtres vivants, que l'on ne pouvait même pas imaginer. C'est-à-dire que la biomasse, c'est-à-dire qu'on connaît beaucoup plus l'espace que les abysses. Et effectivement, la France, alors à ce niveau-là, au niveau de la pêche, au niveau des ressources de la mer, et de l'océan, bon, elle s'est battue là, il faut reconnaître quand même à notre président, évidemment, on n'est pas là pour lui dire qu'il fait tout bien, mais néanmoins, s'est battue pour que l'exploitation des fonds marins soit interdite. Et aujourd'hui, c'est stabilisé, parce que la recherche des métaux lourds et l'exploitation des océans, parce qu'en fait, c'est le monde de la piraterie, l'océan. C'est-à-dire que vous sortez des eaux territoriales, il n'y a pas de Cour suprême. Hein. Je veux dire que c'est... Donc alors, sans parler des pays plus pauvres qui ont vendu leurs eaux territoriales. Ça, c'est le début de la piraterie, en particulier en Somalie, parce que tout d'un coup, on a pris le poisson... Enfin, on a pris le garde-manger de celles et ceux qui se nourrissaient. Et donc, ils se sont dit, nous, on attaque les bateaux de pêche. Ils ont attaqué, et maintenant, on n'attaque pas que les bateaux de pêche, on attaque tous les bateaux, parce qu'on s'est aperçu. Et je rappelle que les rançons, c'est pas pour quelqu'un. La rançon est redistribuée à tout le village. Et enfin, vous dire que la pêche qui est la plus dramatique en ce moment, c'est la pêche d'anchois devant le Pérou. Le Pérou a vendu ses eaux territoriales aux Chinois. Et donc, ils ramassent des tonnes et des tonnes d'anchois pour faire de la farine de poisson pour nourrir les carpes. Là, stop, quoi. Bref, bon, vous avez raison, ministère de la Pêche. Mais, vous savez, la mer, et c'est pour ça que j'aimerais aussi... Là, on est peut-être dans le cœur de la France, dans ces terres. Mais Tabarly avait cette très belle phrase, il disait, pour les Françaises et les Français, la mer, c'est ce qu'ils voient au mois d'août lorsqu'ils ont le dos tourné à la plage. Donc comment voulez-vous qu'on défende la mer ? On n'est pas un pays de marins, on est un pays de paysans. Et pourtant, on a probablement eu les plus grands navigateurs et on a effectivement l'espace maritime, le deuxième espace maritime au monde après les États-Unis. Donc voilà. Merci infiniment.